L'invité de BFM Business, David Douba. Notre invité donc aujourd'hui, Moed Altrad, qui a été élu entrepreneur de l'année par Ernst & Young, c'était donc cette année à Monaco précisément, on le dit, on le répète, et qui a été invité par la Maison Blanche à participer au sommet international des entrepreneurs donc, qui se déroule à Nairobi. Comment est-ce que votre nom est arrivé aux oreilles de Barack Obama? C'est ce qu'on se demande depuis qu'on a appris donc, que la Maison Blanche vous demande de participer à ce sommet. Oui, c'est probablement à l'organisation même, si vous voulez, de l'élection de l'entrepreneur mondial de l'année. C'est une manifestation considérable qui est organisée par Ernst & Young, donc EY aujourd'hui, et qui part de chaque pays, donc sur le plan régional, et ensuite sur le plan national, et ensuite sur le plan mondial. Et donc probablement la Maison Blanche, comme tout le pays, est très attentive, si vous voulez, à l'économie. Donc mon nom a dû être présenté au président Obama et il a dû cocher ce nom-là à un moment donné. Parce que Altrad, aujourd'hui, donc le groupe que vous dirigez, et on va revenir évidemment sur votre parcours parce que c'est un passage obligé, mais auparavant intéressons-nous à l'actu chaude, mais Altrad, donc le groupe que vous dirigez, échafaudage, brouette, bétonnière, numéro 1 en Europe des échafaudages, 17 000 salariés, 1,6 milliard de chiffre d'affaires, n'est pas présent aux États-Unis? On a une petite filiale aux États-Unis, si vous voulez. C'est un groupe que j'ai créé il y a 30 ans, 85-2015, ça fait exactement 30 ans. C'est parti d'une toute petite entreprise qui était en faillite, qui faisait de l'échafaudage. Ça a été redressé, les bénéfices ont été réinvestis. Et puis ce développement a permis d'acheter une autre entreprise, puis une autre, puis création. Il n'y a pas que de rachat, il y a également des créations. Jusqu'aujourd'hui, avec le rachat de notre principal concurrent européen, le groupe hollandais Hertel. Donc le groupe, c'est, comme vous le dites, 17 000 personnes, 170 filiales dans le monde. On est partout dans le monde. Certes, notre présence américaine est plutôt modeste pour le moment. Qu'est-ce que vous allez dire à Nairobi, au milieu de quoi? Il y a 1500 personnes, c'est ça à peu près? Oui. Des chefs d'État, des ministres, des chercheurs, d'autres entrepreneurs? Oui, des savants, des entrepreneurs peut-être comme moi, et puis peut-être dans le domaine également de la culture. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Je me suis documenté sur le sens même, si vous voulez, de cette manifestation. Et d'après ce que j'ai compris, le président Obama voulait encourager l'esprit de création d'entreprises dans le monde dans un but précis, qui est d'aider l'homme à exister convenablement et décemment. Et mon message, ça me va bien, c'est pour ça que j'ai accepté, parce que j'avais la possibilité de dire non, parce que je ne trouve pas ma place tout simplement. De dire Altrad, c'est une entreprise parfaitement humaine, dans le sens où une entreprise, le législateur l'appelle personne morale, vous et moi nous sommes des personnes physiques, mais dans les deux cas c'est une personne, et en tant que telle c'est une identité, elle a une histoire, elle a un passé, elle a un avenir, elle a des caractéristiques propres si vous voulez. L'entreprise est une personne. L'entreprise est une personne morale et c'est dans notre constitution, dans la constitution de notre pays, c'est une personne morale et en tant que telle, il faut la respecter. Mais si on va un peu plus loin, ce sont des mots, mais si on va un peu plus loin, on va voir, si vous voulez, que l'entreprise, ce sont des hommes et des femmes qui viennent à l'entreprise tous les jours. Et ces hommes et ces femmes, l'expérience montre s'ils sont heureux pour venir tous les matins, s'ils sont bien dans leur basket, eh bien ils vont être beaucoup plus performants. Déconnecter l'entreprise, et c'est un discours que j'entends souvent, du reste de la cité, du reste de la société, d'après moi c'est une erreur. Parce que ce sont ces mêmes hommes, 5 minutes avant, ils sont peut-être dans leur maison, ils prennent leur voiture pour venir à l'entreprise. Et de dire, ils doivent faire abstraction de ce que s'est passé la nuit ou les jours d'avant, faire abstraction du contexte familial, des problèmes de la vie, des difficultés qu'on peut trouver, des périodes hautes et basses qu'on a dans notre vie de tous les jours, c'est tout simplement pas vrai. Mais comment vous faites avec vos 17 000 salariés? Vous pouvez pas les prendre un par un, savoir s'ils ont bien dormi, s'ils ont des problèmes ou s'ils sont bien dans leur basket? C'est pour ça, si vous voulez, le groupe Altrad est un groupe complètement décentralisé et on a créé une charte qu'on appelle la charte des valeurs, où
on a trouvé un nouveau titre récemment parce qu'on la réactualise chaque année. On l'appelle notre charte les chemins du possible. Donc tout est possible dans la vie. Et justement, la difficulté que vous soulignez dans votre question, comment s'adresser aux 17 000 salariés tous les jours? Eh bien, dans l'absolu, c'est pas possible. Mais en pratique, si vous voulez, il suffit de créer les conditions pour que chacun d'entre nous se sente bien dans la société. Concrètement, vous ne pouvez pas être partout dans les 170 filiales, mais il faudra faire passer votre message à tous vos patrons de société, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, pour que ce concept, pour que ce schéma, pour que cette façon d'être et de vivre ensemble et de travailler ensemble soit passé. Simplement, si vous êtes chef d'entreprise, vous voyez un salarié qui vient le matin, on voit très clairement sur sa tête s'il est bien dans ses baskets. Tout simplement une petite question, mais c'est un exemple tout à fait modeste, mais il y en a beaucoup d'autres si vous voulez, de dire est-ce que ça va, est-ce que je peux vous être utile, mais je peux vous assurer que ça impacte beaucoup la personne, et de dire je ne suis pas seul, il y a peut-être un moyen de parler à quelqu'un qui pourrait être mon chef, qui pourrait être mon collègue de travail. On parle beaucoup des entreprises de la nouvelle économie, les Google, les Facebook et j'en passe évidemment, et on les montre souvent en exemple, en tout cas on montre souvent les conditions de travail en exemple. Quel regard est-ce que vous portez sur ces entreprises, sur leurs conditions de travail ? Je ne connais pas vraiment comment ils fonctionnent dans les détails, donc c'est difficile de m'exprimer. Est-ce que c'est de la communication? Voilà, c'était en filigrane de ma question. Oui, mais la communication, si vous voulez, il faut que dans la communication, comme toute communication, il faut qu'il y ait un contenu. Si le contenu n'est pas bon, la communication, par définition, n'est pas bonne. Donc il y a le fond et la forme. Donc le fond, il faut qu'il soit sincère, il faut qu'il soit honnête, mais il faut qu'il soit aussi transparent, la sincérité. Mais il y a beaucoup d'autres valeurs, si vous voulez. Si vous regardez Altrad, mais pourquoi on réussit? C'est une entreprise qui a une croissance à 2 chiffres depuis 30 ans. C'est une entreprise qui a toujours gagné de l'argent. Mais qu'est-ce qui fait que c'est différent? C'est nécessairement pas le produit. Parce que les produits l'échafaudage reste un échafaudage, mieux fait ou moins bien fait qu'un autre, mais ça reste un échafaudage. C'est un produit banal, donc on est d'accord que c'est pas le produit qui peut être le moteur. Donc il fallait trouver des ressources, il fallait trouver des leviers qui vous permettent, si vous voulez, de vous distinguer des autres. Et ça passe par la motivation des hommes. Et un homme ne peut pas être motivé s'il ne sent pas qu'il est considéré, qu'il est respecté. Et c'est probablement toutes ces valeurs, si vous voulez, qui sont sincères, que j'ai mis 30 ans pour écrire. Au début, c'était des idées sur un bout de papier. Après, c'était un tout petit, un petit livre. Après, c'est devenu un livre. Et c'est devenu quelque chose. Donc, on le discute. Les idées, on les discute. On les critique. On les amende. Et une fois qu'on est d'accord, on les édite et ça fait un livre et ça fait une charte. Chaque salarié chez Altrad, lorsqu'il vient chez nous, on lui demande de lire la charte, qu'il veuille bien la lire et éventuellement nous dire quelles sont les améliorations possibles. Et c'est comme ça, si vous voulez, c'est une histoire qui commence à être longue aujourd'hui. Vous pensez que, donc c'est ça en gros que vous allez dire donc à Nairobi devant ce parterre de chefs d'entreprise et de chefs d'État, vous pensez que ce discours aujourd'hui il peut être entendu par de nombreuses entreprises? Je vais dire ça, si vous voulez, c'est une composante importante, mais ce que je veux dire aussi, ce que je veux leur dire que tout est possible dans la vie. Dans mon histoire que vous connaissez, que je ne veux pas vous raconter. On va en parler, on est obligé de parler quand même un petit peu, on en parlera dans un instant. Mais j'ai prouvé, et certes c'est un exemple, mais il y en a peut-être d'autres, mais ils ne sont pas nombreux les exemples, qu'il est possible de partir de très bas et arriver très haut. Bien sûr, il y a un prix à payer à cette affaire-là. Le prix, c'est l'abnégation, c'est le travail, c'est la rigueur, mais c'est aussi cette volonté de ne jamais lâcher, d'arriver, mais dans l'esprit qu'on a défini tout à l'heure, c'est-à-dire au bien, tout ce qu'on fait, c'est au bien des autres, au bien de l'humanité. Certes, c'est une goutte d'eau dans ce monde, de grand monde qui est compliqué et complexe à la fois. Alors votre parcours, donc vous êtes né dans le désert syrien, vous êtes un bédouin, votre mère a été répudiée par votre père qui était un chef de tribu si je ne me trompe pas, votre mère est décédée à votre naissance et en gros donc vous étiez vraiment élevé par votre grand-mère pour qui l'école n'avait à peu près aucun intérêt et un jour vous tournez autour d'une école et vous êtes fasciné par ce qui est écrit au tableau et là voilà il y a une sorte de révélation simplement en tant que fils de bédouin répudié, vous ne
pouvez pas rentrer dans cette école, en tout cas c'est compliqué. Et dans votre parcours, ce qui m'intéresse, vous avez été pris sous l'aide d'un instituteur, mais ce qui m'intéresse vraiment dans votre parcours, c'est un détail, c'est quand votre père, vous n'avez toujours pas compris pourquoi d'ailleurs, je crois, vous a offert un vélo. Et là, en fait, au lieu de vous servir vous-même de ce vélo, vous décidez de le louer, ce vélo. Oui. Vous le louez à vos copains, enfin, je ne sais pas d'ailleurs si c'était des copains, j'en suis pas complètement certain, mais à ceux qui étaient avec vous à l'école, pour vous acheter des cahiers, pour vous acheter des stylos, pour vous acheter une G-là-bas, même, si, oui, parce que c'était pas seulement compliqué et abîmé. Est-ce que, donc, ça veut dire que dès votre plus jeune âge, ce sens du commerce, c'est quelque chose qui est inné chez vous ? Je ne sais pas, d'abord sur l'histoire du vélo, je me rappelle, il était rouge, et c'est la première fois où le père fait quelque chose pour moi. J'ai jamais compris, si vous voulez, je comprendrai jamais, parce que il est décédé aujourd'hui. Il m'a offert ce vélo, donc c'était un geste de tendresse. Donc c'est vrai que le premier geste a été de louer ce vélo, et c'était ma première affaire, si on peut dire comme ça, qui m'a permis d'acheter ce que vous disiez tout à l'heure, les crayons, les cahiers, etc., au lieu de le recopier tous les jours. Donc il y avait un sens qui était important, la nécessité de bien faire les choses déjà très tôt, parce qu'on n'a rien. Et si on a très peu de choses, il faut mieux ne pas les gaspiller. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Vous savez, lorsqu'on est né dans ce désert, eh bien, comment vous dire, la vie est difficile. Hein. En Occident, souvent, on regarde les livres, les beaux livres, et on dit que c'est paradisiaque, c'est l'oasis, etc. Mais c'est tout, sauf ça. Hein. Vous pouvez mourir de froid ou de chaud, parce que la température peut tomber très bas pendant la nuit lorsque vous traversez les plateaux désertiques, mais dans le jour également ça peut monter à 50 degrés, donc sans eau. L'eau est un miracle dans le désert. Donc lorsqu'on est dans ce contexte, si vous voulez, tout peut être mortel et à tout moment, et donc il n'y a aucune sécurité. Donc étant de ce père qui m'a complètement négligé, qui a tué mon frère aîné par maltraitance, qui a répudié cette maman qui devait avoir 10-12 ans, donc elle avait une vie complètement négligeable. Donc lorsqu'on est né comme ça, eh bien, vous savez, on imagine un animal dans une pièce complètement fermée, il n'y a pas de fenêtre. Et puis tout d'un coup, vous avez une porte très 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 légèrement entrouverte. Donc ce qu'on dit, c'est ma seule chance, c'est d'aller vers cette lumière. Et ma chance, ma petite porte entrouverte, c'était l'école. Et c'était cette chance, ce coup de pouce de destin que l'instituteur m'a permis de saisir. Alors vous arrivez en France à 17 ans, à Montpellier en l'occurrence, avec une bourse d'études de votre pays. Vous décrochez par la suite un doctorat en informatique. Vous créez votre première entreprise en 84, vendue en 85 à Matra. Oui. Et à partir de là, donc, vous vous lancez dans l'aventure Altrad. Et vous racontez donc, aussi bien dans des livres, parce que vous êtes également auteur, vous avez écrit 4 livres, si je ne me trompe pas, publiés chez Actes Sud, vous racontez aussi bien votre vie donc dans ces livres, mine de rien, sous forme de romans, que sur les plateaux télé. Et je me demandais si c'était une forme de fierté également, alors pas pour vous, mais pour la marque ou pour vos employés, ce storytelling que vous racontez, même si le storytelling a un côté négatif et péjoratif, mais ça n'en est pas, ce storytelling que vous racontez autour de la naissance et du succès d'Altrad. Oui, il y a plusieurs raisons, si vous voulez, qui ont été ajoutées les unes après les autres avec le temps. Au départ, c'était par complexe. J'avais un complexe, si vous voulez, parce que lorsqu'on est arabe, en Syrie, et qu'on n'a aucune notion de français, on apprend. Donc c'est une langue compliquée, comme vous le savez. Il faut la maîtriser, et si on ne la maîtrise pas, on ne s'exprime pas. Donc j'avais ce challenge de pouvoir écrire. Donc je commençais par écrire des choses relativement simples, qui sont l'économie que je maîtrise, etc. Donc j'ai fait éditer 2 livres en économie. Le premier, ça s'appelle Stratège de groupe, on est en 1990, et le second, ça s'appelle Écouter, harmoniser, diriger. Ensuite, j'ai trouvé les limites de cette écriture, parce que c'est assez technique, il n'y a pas beaucoup de fantaisie, etc., etc. Je ne critique pas tous ceux qui écrivent à l'économie, au contraire, je les encourage, et notamment les chercheurs. Ensuite, je me suis aventuré à écrire un roman. Parce que je trouvais beaucoup de liberté. Et le bédouin, rappelez-vous, c'est un être libre. Il n'y a pas de frontières, il n'a pas d'entrave, il se bouge. Il peut se faire tuer tous les jours, ça c'est certain. Mais il peut se bouger, il peut se mouvoir, etc.
Et je me suis essayé à écrire cette histoire parce que je pensais qu'elle était une histoire inspirante et ça rejoint le sommet de Nairobi, ça rejoint mon histoire, ça rejoint à des questions que vous pouvez vous poser, vous pouvez peut-être me poser, qui est quelle est la finalité de l'entreprise dans la cité. Parce que vous dites notamment que vous n'êtes pas homme d'affaires. Non. Non, je me qualifie avant tout d'humaniste, quelqu'un qui a besoin d'être utile dans sa vie, quelqu'un qui a besoin de faire le maximum de choses dans sa vie, et c'est important pour moi. Un des messages du livre, du premier livre, qui est autobiographique, qui est enseigné dans les écoles et les collèges de France, eh bien, c'est de trouver des messages universels. Parmi les messages universels que je cherche à faire passer, j'espère qu'il est compris, et je pense qu'il est, parce que c'est la raison pour laquelle l'éducation nationale l'a sélectionné pour le mettre dans le programme des élèves, eh bien, ce qu'on peut raccourcir le temps. Dans une vie, la vôtre, la mienne, bon, on va vivre, j'espère, plus longtemps pour vous, mais 100 ans peut-être. Mais c'est court à l'échelle de l'humanité, vous comprenez. Donc l'idée, c'est de faire beaucoup de choses. Et c'est mon cas. J'essaye d'être entrepreneur qui réussit. J'essaye d'être écrivain qui écrit des livres qui ont un sens, qui ont des messages. J'essaye aussi d'aider, parce que j'aide une trentaine d'associations humanitaires, parce que l'argent, il faut le réutiliser, il faut le donner à la cité. C'est compliqué d'être, parce que vous êtes un modèle, évidemment, mais c'est compliqué d'être un modèle, c'est compliqué d'être invité. Par exemple, ce soir, vous avez un rendez-vous avec François Hollande, ça n'est évidemment pas pour rien. C'est compliqué à porter ce rôle-là? C'est un rôle, je reçois des dizaines d'invitations tous les mois, toutes les semaines, etc. Donc c'est assez lourd. Je sélectionne, si vous voulez, mes rendez-vous en fonction de l'utilité. Évidemment, le président de la République, je me dois, c'est un devoir, je suis le chef de la nation. Donc je suis un ouvrier de cette nation. Mais donc, vous avez le chef m'invite, j'y vais. Vous avez le sentiment d'être un modèle? Vous vivez comme tel? Je ne sais pas. Je vous dirais, je ne sais pas si je suis un modèle. Je dis, j'ai besoin d'être utile et j'essaye comme dans tout ce que je fais, d'être bon, quoi, dans ce que je fais. Et il y a un paradoxe parce que vous êtes, une fois de plus, on le dit, chef d'entreprise. Et également patron d'une équipe de sport, en l'occurrence l'équipe de Montpellier de rugby. Il a fallu que vous licenciez l'entraîneur. Comment on fait pour vivre confortablement avec sa philosophie quand on a aussi à faire des choix douloureux, des choix humains douloureux? Oui. Vous savez, la vie de l'entreprise, vous la connaissez, c'est plein de problèmes tous les jours. C'est quoi un chef d'entreprise qui réussit? C'est celui qui trouve les meilleures solutions aux situations qui se présentent à un moment donné. Dans un esprit d'humanisme, mais c'est aussi dans un esprit de performance. Donc on peut licencier proprement quelqu'un. Mais à un certain moment, si vous voulez, lorsque les chemins divergent, pourquoi ça diverge? Parce que si vous parlez de l'entraîneur en question, on a vécu ensemble pendant 4 ans. Au bout de 4 ans, ça n'a pas marché. Pourquoi ça marchait pendant 4 ans? Mais parce qu'on avait la même vision des choses, la même perception, la même finalité. On faisait réellement équipe et surtout, on est dans un domaine qui s'appelle le rugby. Si on ne joue pas en équipe, on perd systématiquement. C'est ce qui nous est arrivé. Donc, il s'agit de faire les choses avec beaucoup d'humanité, beaucoup de rigueur, mais c'est aussi beaucoup de transparence et d'honnêteté. Le soir, lorsque je licenciais mon entraîneur, j'avais la paix. Mais je pense qu'aussi, il avait la paix lui-même, parce que c'est ça la réussite. C'est-à-dire faire quelque chose qui est in fine, où on est paisible. Je pense que c'est son cas et c'est mon cas. Bon, on n'avait que 20 minutes à passer ensemble, on aurait pu passer 1 heure. Je crois que vous avez 5 enfants, si je ne me trompe pas. Ils suivent votre chemin rapidement, quelques secondes? J'ai 5 enfants, donc le plus âgé donc, il gère la filiale tunisienne. La seconde, elle est journaliste, comme vous-même, elle a travaillé pour la télévision. Aujourd'hui, elle travaille dans le club de rugby et de la communication. J'ai un 3e garçon qui fait Subduco dernière année, et enfin 2 autres qui sont plus jeunes, beaucoup plus jeunes. Merci beaucoup Moed El-Frat d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci donc pour nous avoir une fois de plus expliqué votre parcours et donc la raison de votre présence donc à Nairobi à l'occasion du sommet international des entrepreneurs. Merci encore. Vous restez avec nous sur BFM Business, à suivre dans un instant Good Luck Paris présenté par Delphine Liu. Et puis quant à moi, j'aurai également le plaisir de vous retrouver à partir de 18h ce soir en direct jusqu'à 19h pour le grand journal. Très bonne après-midi à tous.